Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les premiers cinémas documentaires en Afrique. 1.1 Le cinéma ethnographique de l'époque coloniale. 1.1.1 Le contexte colonial et les premiers documentaires en Afrique. Avant d'entreprendre une étude portant sur le cinéma documentaire en Afrique, il m'a paru indispensable de me pencher sur les films documentaires déjà tournés en Afrique avant l'apparition des premiers cinéastes africains. Cette démarche m'est d'ailleurs suggérée par l'éditorial de la brochure éditée en 1985 par le Comité africain de cinéastes, qui pourrait servir d'introduction et de guide à cette première partie. On ne peut guère parler de nos films, sans auparavant juger tout ce qui a été tourné en Afrique pendant la colonisation. L'Afrique était littéralement ignorée, elle servait de cadre à des histoires étrangères, et l'Africain était celui qui tenait le mauvais rôle. Le cinéma colonial pendant 60 ans fut celui de la déformation constante de l'image de l'Afrique. Famoro le tyran, Malikoko roi nègre, prisonnier des cannibales, au pays des chasseurs de têtes chez les anthropophages, sont des films qui rendent bien compte de l'image occidentale de l'Afrique et des Africains. Ignorance et indifférence, dépersonnalisation, le cinéma colonial, reflet de la mentalité coloniale, fut celui de la falsification et du travestissement, une arme destinée à nier et pervertir l'être africain par le racisme, l'exotisme et le paternalisme. Le cinéma ethnographique, cet autre genre paternaliste, a investi l'Afrique noire dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ce cinéma, nous l'appelons aujourd'hui le cinéma du retour à la nature. C'est le cinéma de la recherche frénétique du nègre éternel, du nègre adami. C'est dans ces films pourtant que nos peuples ont pris soudain vie à l'écran, mais l'évidence marquante au demeurant c'est que ce cinéma cherche le primitif, a une prédilection pour le passé, le présent n'a pas ou peu de place. Il fallut attendre 1963, 3 ans après les indépendances, pour que Sembène Ousmane réalise Borom Sareh. Le cinéma a effectivement été l'un des principaux vecteurs du regard colonial, auquel il a servi de justificatif, de preuve par l'image, imposant cette idéologie coloniale aux spectateurs occidentaux, mais aussi aux spectateurs africains eux-mêmes. Pour eux, spectateurs africains et bientôt cinéastes africains, le cinéma naissait dans ce moment de perversion du regard et de dégradation de leur propre image. Ainsi, le cinéma africain a-t-il dû commencer par corriger un regard cinématographique déjà existant, porté de l'extérieur, dans le contexte politique, historique, économique, mais aussi culturel du colonialisme. Afin de mieux comprendre en quoi et comment le cinéma documentaire a pu permettre aux cinéastes africains de corriger ce regard préexistant, je me propose d'analyser d'abord plusieurs films tournés avant les premiers films africains, en tentant d'y déceler les formes de la falsification et du travestissement, que dénonce le texte éditorial du Comité africain de cinéastes. Mon étude portant sur le genre documentaire, je n'entrerai pas dans une description des films de fiction de l'époque coloniale dont les titres cités, chez les anthropophages, laissent entrevoir l'esprit, mais je me pencherai sur quelques films documentaires dits ethnographiques, tels que ceux produits en France à partir des années 30 et de la croisière Dakar-Djibouti conduite par Marcel Griaule, pionnier du cinéma ethnographique. D'autres films documentaires ont été produits auparavant en Afrique noire depuis les années 1905, comme le relate Guido Convent dans son livre Préhistoire du cinéma en Afrique, mais s'il s'agissait bien de documentaires, ces films avaient plus une vocation de distraction, dans une optique commerciale, que d'études scientifiques. En 1907, Pathé, la plus importante maison de production, pouvait enrichir l'offre de films faite à ses clients par des images prises en Afrique noire par les services du photographe cinéaste Alfred Machin, 1877 à 1929. Les films d'Afrique de ses concurrents, par exemple Raleigh et Roberts et Eclipse, obtenaient un très grand succès. De ce fait, une firme de production respectable ne pouvait se permettre de ne pas proposer ses propres images, spectaculaires et inconnues du continent noir. Parmi les films tournés par Alfred Machin pour Pathé, on distinguera des films sur la chasse tels Chasse à l'hippopotame sur le Nil bleu 1908 ou Chasse à la panthère 1909, le safari connaissant alors une grande mode, mais aussi des films sur les populations, qui ne sont certainement pas très éloignés comme on le verra, des premiers films ethnographiques. Guido Convent reproduit ainsi le descriptif du film Mœurs et coutumes Chiouk, d'Alfred Machin,
publié dans le bulletin Théâtre Pâté du 7 au 13 octobre 1910. De haute taille, avec des jambes maigres, les Chiyouks ont la peau très noire et les cheveux très crépus. Ils vont généralement nus, le corps enduit de cendres de bois ou de bouse de vache, et les cheveux de terre glaise en guise de cosmétique. Le phonographe émerveille les petits qui plongent dans l'ouverture du pavillon le regard étonné et scrutateur de leurs grands yeux noirs, cherchant à percer le mystère. On comprend bien sûr que ces films anciens ont certainement tous une valeur ethnographique, à titre de document, puisqu'ils représentent parfois les seuls enregistrements des scènes qu'ils montrent, dont beaucoup, s'agissant notamment de la vie traditionnelle, ont depuis changé ou disparu. Ils présentent ainsi un intérêt ethnographique, à défaut d'une démarche ethnographique. Ousmane Ilbo, dans son livre Le cinéma au Niger, souligne ainsi l'intérêt du film de Léon Poirier La Croisière Noire, 1925, quelles que soient les réserves qu'il émet par ailleurs sur son ethnocentrisme colonialiste. Il s'agit d'un reportage sur la traversée du continent africain d'Alger à Madagascar, en voiture Citroën. Malgré sa naïveté ethnocentrique et colonialiste, ce film demeure un témoignage historique de premier ordre sur les fêtes et traditions populaires de la boucle du Niger et de l'Aïr. Il comporte en particulier une pittoresque parade de la cavalerie du sultan de Tessawa, entourée pour la circonstance d'un eunuque et d'une matrone. Une étude de ces films serait certainement très intéressante pour saisir l'ampleur des premiers préjudices causés par le cinéma aux Africains. Néanmoins, il m'a paru plus intéressant encore de me concentrer sur la période précédant de peu la naissance du cinéma africain, et particulièrement sur le genre reconnu sous le terme de cinéma ethnographique, qui semble le plus proche dans ses objectifs d'un cinéma documentaire ouvert sur les populations qu'il filme, avec un souci d'objectivité scientifique. Je commencerai ainsi par analyser deux films d'un ethnologue particulièrement reconnu, notamment comme le père du cinéma ethnographique, Marcel Griaule, également cofondateur du Musée de l'Homme qui abrite aujourd'hui le comité du film ethnographique. Ces deux films, Au pays des Dogons et Sous les masques noirs, ont été réalisés en 1935 et 1938 en pays Dogon au Mali, le Soudan à l'époque coloniale, et ils nous intéressent particulièrement puisqu'ils sont considérés comme les premiers d'un genre nouveau, celui du cinéma ethnographique. Pourtant, ces films ne sont pas sans poser de questions, imprégnés d'un esprit colonial dont ils ont du mal à se départir. Tout l'enjeu de ce genre nouveau semble alors de s'affranchir des préjugés. J'analyserai ensuite trois films d'un cinéaste français pratiquement oublié, Jacques Dupont. Tourné entre 1948 et 1951, il s'agit des trois plus anciens films consultables à la Cinémathèque Afrique, au catalogue de laquelle il figure sous la rubrique ethnographie. Pourtant, si Marcel Griaule était bien un éminent ethnologue, il ne semble pas que ce soit le cas pour Jacques Dupont. Par cinéma ethnographique, on peut entendre cinéma réalisé par un ethnologue ou par un cinéaste travaillant avec un ethnologue dans une optique scientifique, mais la frontière avec le documentaire au sens plus large paraît très floue lorsqu'il s'agit des premiers films tournés en Afrique. En effet, de nombreux films antérieurs aux années 1960 sont par exemple classés dans le catalogue de la Cinémathèque Afrique comme films ethnographiques, sans que l'on puisse aujourd'hui garantir la véritable formation aux sciences humaines des cinéastes, et encore moins la présence à leur côté d'un ethnologue ou le degré de son implication. Madame Jannick Le Naour, responsable de la Cinémathèque Afrique, évoque d'ailleurs de nombreux documentaires tournés par des coopérants et administrateurs pour le compte du ministère des Affaires étrangères, sans véritable orientation scientifique, qui sont pourtant classés comme films ethnographiques dans le catalogue. Nous verrons alors avec Jacques Dupont, comment le genre du cinéma ethnographique se perdait, une décennie à peine après sa naissance, en un cinéma de divertissement affichant librement ses penchants racistes. Je propose de poursuivre par l'analyse d'un film réalisé par un groupe d'étudiants en architecture de l'École nationale supérieure des beaux-arts, lors d'un voyage d'études au Cameroun. Réalisé en 1950, dans un milieu étudiant, Caz aurait pu être l'occasion d'une pensée particulièrement progressiste, à l'occasion de la rencontre qu'allait constituer ce voyage entre ce groupe d'étudiants et les bâtisseurs Matakam et Bamileke. Malheureusement, il semble que la rencontre ne se soit pas opérée, ou que le film ne puisse en rendre compte. Suivront deux films de 1958, Gourouna, Berger sacré d'Igor de Garine et Noces d'eau de Jean Capron et Serge Ricci. Nous verrons alors comment,
À la veille des indépendances, deux regards sur l'Afrique coexistent sur les écrans, l'un toujours englué dans l'esprit colonial, l'autre porteur d'un regard neuf, bienveillant, mais toujours problématique, celui du cinéma du retour à la nature, dont parle l'éditorial du Comité africain des cinéastes. Une première conclusion permettra de dégager de la lecture de ces 8 films, datant de 1938 à 1958, un ensemble de stéréotypes et leur traduction en termes cinématographiques. Nous pourrons ainsi évaluer quels préjudices ont été causés par le genre du cinéma ethnographique, aux cultures africaines, qu'il prétendait pourtant faire découvrir. Nous nous pencherons alors sur un autre cinéma ethnographique, avec l'analyse de 2 films réalisés par Jean Rouch, qui a véritablement donné ses lettres de noblesse au genre. Initiation à la danse des possédés, 1948, le deuxième film de Jean Rouch après le cas particulier au pays des mages noirs sur lequel je reviendrai, et Moro Naba, 1957. Dès le début de sa carrière de cinéaste et d'ethnologue autodidacte, Jean Rouch impose, avec Initiation à la danse des possédés, une véritable révolution, au regard par exemple des 2 films de Jacques Dupont tournés la même année. Avec Moro Naba, en 1957, il continue une œuvre qu'il a bien amorcée au cours de ses 10 premières années avec déjà 12 films, sous le signe d'un émerveillement constant. Pour autant, nous verrons que ces films n'échappent peut-être pas à la critique des cinéastes du Comité africain de cinéastes lorsqu'ils déplorent que l'évidence marquante au demeurant c'est que ce cinéma cherche le primitif, a une prédilection pour le passé, et que le présent n'a pas ou peu de place. Une critique qui sera notamment adressée à Jean Rouch par Semben Ousmane au cours d'un entretien devenu célèbre et sur lequel je reviendrai, puis reprise par de nombreux cinéastes africains pour qui un film sur l'Afrique, fût-il ethnographique, aurait dû contenir une critique de la situation politique et particulièrement du colonialisme. J'aborderai alors les cas particuliers des films Afrique 50, de René Vauthier et Les statues meurent aussi, de Chris Marker et Alain Resnais, réalisés en 1950 et 1953. Avec ces films enfin, la vérité éclate sous la forme d'une virulente charge contre le colonialisme. Mais ces films, qui prenaient ouvertement le parti des Africains, seront justement censurés, illustrant ainsi tous les 2 l'exception qui confirme la règle, celle d'un cinéma documentaire paternaliste, aveugle ou arrangeant des réalités politiques, contre lequel les cinéastes africains allaient devoir inventer une nouvelle expression cinématographique, suffisamment puissante pour corriger l'impact de cette falsification, dans laquelle leurs peuples ont pris soudain vie à l'écran. Éditorial de la brochure du Comité africain de cinéastes. 1.1.2 Naissance du cinéma ethnographique. 1.1.2.1 Au pays des mages noirs, Jean Rouch, 1947. Avant d'analyser 2 films de Marcel Griaule qui marquent d'une certaine façon la naissance du cinéma ethnographique, puisqu'ils associent pour la première fois la pratique du cinéma aux recherches d'un ethnologue, et pour mieux saisir la portée de ces films auprès du public, il me semble important d'évoquer le cas du premier film de Jean Rouch, Au pays des mages noirs, postérieur à ceux de Marcel Griaule, mais qui permettra à plus forte raison de relativiser certains paramètres à prendre en compte dans L'. Appréciation de ces premiers films ethnographiques. Il semble en effet que s'agissant de films tournés à des époques anciennes, on doive particulièrement distinguer plusieurs états du film et de la responsabilité directe de son auteur. Jean Rouch explique ainsi à Sergio Tofetti, dans un entretien pour le catalogue de la rétrospective que lui a consacré la Galerie nationale du Jeu de Paume en 1996, les conditions qui ont abouti à ce que son premier film, Au pays des mages noirs, tourné en 1947 et co-réalisé avec Jean Sauvy et Pierre Ponty, contiennent ce qu'il appelle lui-même un commentaire absurde. Michel Léris me dit qu'on devrait présenter le film au Lorienté, la première cave de Saint-Germain-des-Prés où jouait Claude Luther et où on dansait le bebop. On va donc présenter le film, accueil formidable, et Christian Azy, le pianiste, me dit « Peut-être que ça intéresserait mon papa qui est directeur des actualités françaises. » Je montre le film de 30 minutes, et le père me dit à peu près textuellement « Ce film est dégueulasse, les images sont un peu grises, mais ça m'intéresse, on ne peut pas le montrer en 16 mm, on va le gonfler en 35 mm, mais nous sommes maîtres de la musique, du commentaire, de la durée et du montage. On vous donne 60% sur les entrées. » On était fous de bonheur, on accepte. Quelques semaines plus tard on voit un film incroyable qui s'appelait Au pays des mages noirs.
Le texte était dit par le commentateur du Tour de France. Avec une musique sirupeuse, on a réintroduit des animaux dedans, des éléphants, des lions, et surtout, ce qui était plus grave, le film avait été monté en changeant l'ordre. Et Jean Rouch conclura dans un autre entretien avec Pierre Haffner cette fois-ci, revenant sur cette aventure. Au pays des mages noirs, c'était pour moi la découverte d'un truc ahurissant. Je tourne un film en 16 en noir et blanc avec une petite caméra à ressort, et le seul moyen de le passer sur les écrans était de l'agrandir en 35, de coller dessus une musique et d'avoir un commentaire absurde. Il passait en même temps que Stromboli. C'était pour moi une découverte folle, de voir ainsi le détournement d'un objet que j'aimais beaucoup, une chasse à l'hippopotame. Et effectivement, le commentaire du film détourné évoque un monde figé dans l'enfance et une pureté naturelle, tandis qu'il ironise sur ces éternels affamés de viande qui se livrent à cette joyeuse charcuterie. Néanmoins, c'est dans cette version que le film a existé et qu'il a même connu un grand succès, choisi par Roberto Rossellini comme complément de programme pour Stromboli. L'exemple de ce film ainsi détourné pour son exploitation nous renseigne non seulement sur l'état d'esprit du public, prêt à entendre ce commentaire, mais également sur les conditions dans lesquelles se faisait la post-production d'un film conduisant à son exploitation. Deux états du film ont ainsi pu exister, sans que le premier état survive au second. Un premier état qui a consisté dans le film tourné par Jean Rouch et ses deux amis tel qu'ils l'ont monté avant de le montrer en version muette lors d'une séance au Musée de l'Homme devant Claude Lévi-Strauss, Marcel Griaule, Michel Léris et André Leroy-Gourand, puis la version remontée par les Actualités françaises, pour laquelle Jean Rouch décrit bien dans son entretien avec Sergio Tofetti les différents paramètres selon lesquels le film a pu être modifié. Nous sommes maîtres de la musique, du commentaire, de la durée et du montage, précise ainsi le directeur des Actualités françaises. Et effectivement, en plus d'être remonté, le film fut complété par ce que Jean Rouch décrit comme une musique sirupeuse et un commentaire absurde, devenant un tout autre film, certainement très éloigné du projet de ses auteurs. Cet exemple est particulièrement parlant, notamment du fait que Jean Rouch a eu l'occasion d'y revenir à plusieurs reprises, constituant ainsi une documentation permettant de saisir l'écart qui peut s'opérer entre le projet initial d'un auteur et le résultat final, une fois le montage effectué par une tierce personne et des éléments extérieurs ajoutés, parfois même en contradiction avec l'esprit initial du projet, ici le commentaire et la musique. Cela ne veut pas dire qu'il faille renoncer à analyser le commentaire comme une des composantes du film, ni qu'il ne faille pas prendre en compte la musique ou le montage. Ces matériaux font bien partie intégrante du film présenté au public. Mais on ne peut pas juger des intentions d'un auteur, si l'on n'est pas certain qu'il a bien maîtrisé toutes les étapes techniques et artistiques du film, ce qui pour des films de cette époque était rarement le cas. Ainsi cet exemple, Au pays des mages noirs, conduit-il à relativiser la portée de mon principal outil pour cette étude, l'analyse de film, tel que je l'ai présenté dans mon introduction. Il s'agit bien d'analyser le film comme il se présente, et non les intentions, encore moins l'esprit ou une forme de moralité de son auteur principal, qui n'est peut-être pas responsable de l'intégralité de l'œuvre. Cette précision est bien sûr valable pour tous les films que j'analyserai, non seulement des cinéastes occidentaux, mais également des premiers cinéastes africains, et plus généralement de tous les films pour lesquels il ne m'aura pas été possible de vérifier auprès de leur auteur qu'il assume bien la pleine responsabilité du film achevé. 1.1.2.2 Au pays des Dogons et sous les masques noirs, Marcel Griaule, 1935 et 1938. En 1931, alors que la France s'enthousiasme pour Joséphine Baker et que les surréalistes découvrent l'art nègre, Marcel Griaule, jeune ethnologue disciple de Marcel Mauss, conçoit le projet d'une croisière qui traverserait le continent africain d'est en ouest, reliant Dakar à Djibouti, avec pour ambition de faire découvrir au public français les civilisations africaines. La mission Dakar-Djibouti embarquera du port de Bordeaux le 19 mai 1931 pour 2 années de voyage. Elle comporte 7 membres dont Michel Léris, chargé de rédiger un journal de bord et qui en ramènera un journal intime publié sous le titre L'Afrique fantôme en 1934. La mission fait date dans l'histoire de l'ethnologie. Jean Poirier, auteur d'une histoire de l'ethnologie dans la collection Que sais-je, précise ainsi: les maîtres de l'ethnologie française contemporaine se sont exprimés après 1930.
Ce n'est qu'en mai 1931 que la mission Dakar-Djibouti commencera sa traversée de l'Afrique. Avec elle, une nouvelle période s'ouvre, celle de l'ethnologie spécialisée, scientifique et professionnelle. La mission dirigée par Marcel Griaule avait embarqué un important matériel photographique et cinématographique. De nombreux films et clichés ont été pris. Michel Leiris décrit notamment un dispositif complexe souhaité par Marcel Griaule pour enregistrer certaines cérémonies de funérailles ou de sacrifices, mais l'essentiel de ce qui a été photographié et filmé a aujourd'hui disparu. En septembre 1931, la mission arrive au pays d'Ogon, près de la falaise de Bandiagara. Marcel Griaule entreprend là un travail qu'il poursuivra pendant 25 ans, revenant très souvent compléter ses études sur le terrain. C'est là qu'il tournera les 2 films qui restent aujourd'hui de lui, Au pays des Dogons et Sous les masques noirs. L'enthousiasme de Marcel Griaule pour la culture des Dogons, qu'il étudia pendant 25 ans, et le sérieux de sa démarche d'ethnologue sont bien sûr indiscutables. Marcel Griaule fut ainsi reconnu non seulement par ses pairs ethnologues, qui lui offrirent la première chaire d'ethnologie créée à la Sorbonne en 1942, mais également par les Dogons eux-mêmes. En 1946, après 15 années d'études de la culture Dogon, Griaule se voit ainsi convié par le vieux sage Ogot Meli à recueillir le récit qu'il lui fera durant 33 jours des mythes de la cosmogonie Dogon. En 1956, lorsqu'ils apprirent le décès de Marcel Griaule, les Dogons célébrèrent ses funérailles comme celles d'un grand dignitaire Dogon, faisant figurer son effigie sur le toit de la maison qu'il habitait à Bandiagara, selon le rituel traditionnel, comme on peut le voir dans le film de François de Dieu Les funérailles Dogon du professeur Marcel Griaule. Aussi, il ne m'appartient pas de juger du travail de Marcel Griaule et encore moins de ses intentions véritables, ni d'ailleurs de celles d'aucun cinéaste dont je commenterai le travail dans cette première partie consacrée au cinéma colonial. Il ne s'agit pas en effet de juger un homme et son travail, mais de prendre en compte ce travail comme un premier regard cinématographique sur l'Afrique, d'essayer de comprendre quelles répercussions ce regard a pu avoir sur les spectateurs européens et africains, et quelles réactions il a pu induire dans le cinéma africain. C'est donc le film en tant que tel, objet culturel ou de divertissement transmis à un public, bien plus que les intentions de son auteur qui m'intéressent. Une documentation sur les conditions de post-production des 2 films de Marcel Griaule, du type de celle constituée par Jean Rouch au fil de ses entretiens sur son premier film Au pays des mages noirs, n'existe malheureusement pas à ma connaissance. Dans le cas de ces 2 films de Marcel Griaule, si les génériques des 2 films précisent bien commentaire de Marcel Griaule, nous ne pouvons être certains qu'il ait lui-même finalisé ce texte sans ajout extérieur, et nous ne savons pas qui l'a enregistré ni qui a choisi la musique. Ces points ne sont pas même évoqués par Jean-Jacques Flory, ethnologue et petit-fils de Marcel Griaule, dans son film documentaire sur le travail de son grand-père intitulé Au pays des Dogons, l'aventure africaine de Marcel Griaule, les extraits des 2 films de Marcel Griaule présentés par Jean-Jacques Flory contournant d'ailleurs subtilement tout ce qui pourrait paraître problématique dans les commentaires de ces films. Il nous faut donc analyser ces 2 films en imaginant quelles ont pu être les interférences du type de celles décrites par Jean Rouch, qui ont conduit au film achevé présenté au public. Le premier des 2 films, Au pays des Dogons, apparaît en effet en contradiction avec le projet d'une compréhension respectueuse que l'on prête aisément à Marcel Griaule. Cela principalement du fait du commentaire, à propos duquel Marc-Henri Piot, dans son livre Anthropologie et cinéma écrit « Les 2 films de Marcel Griaule tournés chez les Dogons seront victimes dans la forme et le ton de la déclamation du commentaire propre au style général des actualités cinématographiques de l'époque, et en particulier au triomphalisme des documentaires coloniaux. Ce sont en effet non seulement le contenu, mais également le ton du commentaire qui donneront à ces 2 films leur teinte coloniale. Avec néanmoins une évolution entre les 2 films, en ce qui concerne le texte du commentaire, qui constitue peut-être une tentative de réappropriation de ces films par Marcel Griaule, sur laquelle je reviendrai. Dans les 2 films, le ton sur lequel est déclamé le commentaire est souvent porteur d'une ironie, d'une volonté de divertir et d'amuser sur le compte des Dogons. Une ironie dans le ton d'autant plus insistante qu'elle redouble des propos parfois méprisants ou paternalistes, sur un mode prétendument humoristique. Ce sont les techniques, mais également les productions d'ordre spirituel et artistique qui sont ridiculisées.
Les routes nationales des Dogons sont parfois pénibles pour le piéton. Mais une de ces femmes est préoccupée par la santé de son enfant. Elle profite de son voyage au marché pour se rendre auprès d'un médecin réputé dont le cabinet est établi dans une caverne bordant la route. Elle paiera d'avance avec un poulet. Ce redoutable guérisseur a le pouvoir de maintenir dans des vases sacrés les âmes des êtres maléfiques. Ne croyez pas que cet escalier, assez incommode d'ailleurs, soit le fruit d'une initiative de ces indigènes. C'est l'administration, bonne fille, qui a pensé à le leur faire construire. Nous nous en voudrions de vous cacher quelques aspects de la vie intime d'une population laborieuse, qui nous fait confiance et que nous avons la noble prétention d'élever jusqu'à nous. La poterie est une technique qui a extrêmement peu progressé chez les Dogons. Les plus grands travaux sont occasionnés par la culture du mil. La récolte mise en tas est d'abord pilonnée par les hommes, le premier travail étant ainsi dégrossi. C'est au tour des femmes d'entrer en scène pour achever de décortiquer les petites graines et pour les vanner, en ayant soin d'en laisser tomber à terre car tout ce qui tombe est la propriété des femmes. Mais nous voici devant le sanctuaire réservé aux plus remarquables puissances des falaises, les puissances totémiques. Le peintre en fait avec une plume de poule. Il termine en ce moment un hérisson de première importance. Les routes nationales, le médecin réputé, redoutable guérisseur, et son cabinet établi dans une caverne, une technique qui a extrêmement peu progressé. Autant de termes qui disent bien le mépris, un déni culturel, mais aussi le besoin de tout ramener à ses propres us et coutumes, de voir les autres au prisme de ses propres valeurs et de rire de la déformation et du décalage que ce prisme impose aux autres. L'art lui-même est ridiculisé, lorsque l'on découvre la magnifique peinture rupestre d'un hérisson et que le commentaire ironise, un hérisson de première importance. Le paternalisme et le triomphalisme colonial sont si ouvertement marqués qu'ils en deviennent presque naïfs. Une population laborieuse qui nous fait confiance et que nous avons la noble prétention d'élever jusqu'à nous, ou bien ne croyez pas que cet escalier soit le fruit d'une initiative de ces indigènes, c'est l'administration, bonne fille, qui a pensé à le leur faire construire. Plus surprenant encore cette allusion au travail contre-productif des femmes, motivée par le larcin de quelques grains de mil, en ayant soin d'en laisser tomber à terre car tout ce qui tombe est la propriété des femmes. Une veine misogyne que l'on retrouvera, notamment dans les films de Jacques Dupont, d'Igor Degarine ou des étudiants en architecture de l'ENSBA. Comme si les femmes, plus encore que les hommes, méritaient une forme de mépris. Ces commentaires ne reflètent certainement pas les sentiments de Marcel Griaule, dont nous savons par ailleurs qu'il travaillait sur le terrain en pays Dogon avec une équipe constituée notamment de femmes, ethnologues de renom, dont Germaine Dieterlen ou Geneviève Calam-Griaule. Mais il semble bien que ce film ait lui aussi fait l'objet d'un détournement, pour reprendre le mot de Jean Rouch. On peut dès lors se demander ce qui a pu motiver un tel détournement. Il faut replacer la sortie de ces films et leur exploitation dans le contexte que décrit Jean Rouch pour sa propre expérience avec Au pays des mages noirs. Les films constituaient avant tout un divertissement, qui pour amuser le public ne devait surtout pas risquer de le choquer par une prise de position qui l'aurait contrarié. L'amusement du plus grand nombre de spectateurs en passe ainsi par la recherche d'un consensus, ce qui régit d'ailleurs aujourd'hui encore la programmation des médias, et en particulier de la télévision. Pour les professionnels du cinéma et de son exploitation, qui récupéraient le film tourné et assuraient sa post-production avant sa sortie, il ne s'agissait donc pas tant de promouvoir les idées de Marcel Griaule, faire découvrir les civilisations africaines, que de livrer au public un objet de distraction consensuelle. Marc-Henri Piot note ainsi que la dépendance à l'égard des modes de fabrication professionnels empêchera longtemps encore la réalisation de films contribuant au développement de la discipline ethnographique, en dehors de ses hésitations propres. On peut bien sûr s'étonner de la facilité avec laquelle le milieu professionnel du cinéma opère ce détournement cinématographique d'un projet qui ne résulte pas, comme pour le premier film de Jean Rouch, d'un tâtonnement autodidacte, mais qui s'inscrit bien dans une optique scientifique orientée notamment par le Musée de l'Homme, et que Marcel Griaule a su faire partager très largement pour monter la mission Dakar-Djibouti plusieurs années déjà auparavant. Marc-Henri Piot considère ainsi que Marcel Griaule était un personnage reconnu, et qu'il évoluait parmi toute une bonne société qui savait se faire entendre des médias de l'époque et les utiliser.
Et il s'étonne ainsi de cette timidité des ethnologues à l'égard de l'institution cinématographique. Griaule fut sans doute pris de court au moment de la première appropriation de son travail par les professionnels du cinéma, mais il s'est passé 3 ans entre la sortie des 2 films. L'expérience ne s'est donc pas reproduite sans son consentement. En tout état de cause, il disposait des moyens pour corriger et prolonger autrement cette aventure désastreuse 47. Cependant, si l'on considère attentivement le second film de Marcel Griaule, Sous les masques noirs, il semble justement que des corrections aient été apportées par rapport aux commentaires du premier film Au pays des Dogons. Le ton du commentaire reste certes le même, marqué par l'ironie et surtout le désir de distraire. Mais cette fois-ci, le contenu lui-même du commentaire ne présente plus rien du déni culturel, du paternalisme ou de la misogynie du commentaire du premier film. Ce second commentaire, plus rigoureux, semble bien correspondre à l'objectif de faire découvrir et même apprécier ce qui est montré de la civilisation dogon. Restent seulement quelques expressions telles que le corps de ballet, qui désigne les danseurs, pour amuser un peu du décalage entre eux et nous. La musique, présentée par le premier catalogue des films ethnographiques réunis par Jean Rouch en 1967 comme musique exotique reconstituée, renforce également, comme dans le premier film, un effet distrayant. Mais si la musique comme le ton du commentaire inscrivent ces 2 films dans une continuité, le texte du commentaire lui-même montre bien qu'un pas est franchi par Marcel Griaule, dans le sens d'une réappropriation de son film conformément à son projet scientifique. On peut donc dire qu'entre cet acte de naissance du cinéma ethnographique que constitue le premier film, Au pays des Dogons en 1935 et ce second film de Marcel Griaule, Sous les masques noirs, en 1938, une certaine maturité a été acquise dans le sens d'une indépendance, relative mais marquante, vis-à-vis de l'objectif premier du cinéma professionnel de présenter un divertissement consensuel. Reste à voir maintenant si cette évolution se poursuivra dans le même sens pour le cinéma ethnographique à venir, avant l'avènement du cinéma africain. 1.1.3 Un cinéma ethnographique de divertissement. 1.1.3.1 3 films de Jacques Dupont. Les 3 plus anciens films consultables à la Cinémathèque Afrique, classés à la rubrique ethnographie dans le catalogue, ont été réalisés par Jacques Dupont. Au pays des Pygmées, 1948, Pirogue sur l'Ogooué, 1948 et La Grande Case, 1951. À propos de ce réalisateur, Jacques Dupont, sur lequel on ne trouve aucune documentation dans les principaux dictionnaires du cinéma et des cinéastes, il faut néanmoins préciser qu'on le retrouve 10 ans plus tard, le 21 mai 1958, pour la sortie de son film La Passe du Diable tourné en Afghanistan avec Pierre Schoendorfer comme assistant et Raoul Coutard à Image, cité dans un article du journal Libération par Jean-Pierre Thibaudat. On retrouve effectivement ce film, mais comme co-réalisation de Jacques Dupont et Pierre Schoendorfer dans l'index du film français 1944 à 1984 de J.C. Sabria et J.P. Busca, alors Q'. Il figure comme une réalisation du seul Pierre Schoendorfer, dont ce serait le premier film, dans le tome 32 de la filmographie universelle de Jean Mitry, rédigé en 1987 avec toujours Raoul Coutard comme opérateur, Georges de Beauregard comme producteur, mais sans plus aucune mention de Jacques Dupont. Cette triple collaboration avec Pierre Schoendorfer, la 317e section, 1964, Raoul Coutard, opérateur entre autres de Chronique d'un été, 1960, et Georges de Beauregard, producteur de Godard, Demy, Rosier, Varda, Rivette, Romer, à défaut d'autres informations disponibles, permet au moins de situer Jacques Dupont dans un champ professionnel et de le distinguer d'un cinéaste ethnologue amateur. Il me paraît intéressant de proposer une lecture de ces 3 films, les plus anciens du fond de la Cinémathèque Afrique, réalisés quelques années à peine avant les premiers films de cinéastes africains, pour ce que l'on y entend du discours sur l'Afrique. Par ailleurs, le fait de s'attacher à 3 films du même réalisateur permet non seulement d'approfondir l'analyse de son regard sur l'Afrique, mais assure également que ce regard a bien eu le temps de se forger au cours d'une expérience cinématographique au moins 3 fois renouvelée sur une période de 3 ans. Au pays des Pygmées, 1948. Le cinéma Petit Nègre. Synopsis, Cinémathèque Afrique. Ce documentaire relate les travaux quotidiens d'un groupe de pygmées au cœur de la forêt primaire, ne vivant que de chasse et de cueillette.
Aux femmes est réservé le soin de piler le grain échangé au grand noir contre des peaux et de la viande de gibier et de construire les huttes de branches souples, couvertes de larges feuilles. Aux hommes revient la fabrication des filets pour la chasse, qui peuvent atteindre 1 kilomètre de long, chasse qu'ils pratiquent soit au filet soit à la lance. 16 mm en esperluette B, 24 minutes. Au pays des pygmées et pirogues sur l'Ogooué, ont été tournés en 1948, au cours de la mission Ogooué-Congo, organisée par le groupe Lyotard de la Société des explorateurs français, comme précisé au générique de fin de ces films. Au pays des pygmées commence par une série de gros plans sur des visages, qui posent de face et de profil, comme sur des photos anthropométriques de la police utilisées alors en France pour les criminels ou les gens du voyage, et dont le commentaire en 1948 n'est pas sans rappeler une sinistre façon de classer les hommes suivant des critères physiques. Au cœur de la forêt équatoriale, les nègres Babinga mènent une vie primitive. Difficilement accessibles, farouches, ce sont les derniers représentants d'une race fort ancienne, les pygmées. Leur peau, plus claire, les différencie des autres races noires, mais leur tête surtout est caractéristique. Leur face est longue et étroite, leur nez très large et aplati. Puis, on note un changement dans ce commentaire. La voix sèche qui vient de dire ce texte d'introduction au film est remplacée par une autre, avec un léger accent par moments plus prononcé. Peut-être une voix africaine, à moins que ce ne soit la voix d'un Français qui imiterait un accent africain. Le ton devient plus doux, un peu malicieux. On pense à un conteur qui raconterait une histoire à des enfants, avec un amusement fin dans la voix. Le texte dit par cette voix amusée, ironique, suggère nettement un ridicule qui n'est pourtant en rien dans les images. Les femmes portent une liane autour de la poitrine pour empêcher les grosses mamelles, car si une femme a les grosses mamelles, ça n'est pas bonne manière. Pour être jolie, il faut se raser le crâne avec un vieux morceau de coupe-coupe. Le jeune homme qui se rase le crâne comme ça est lianga, c'est-à-dire que les femmes sont contentes de lui. Le commentaire nous invite ainsi à observer tout ce qui est montré avec condescendance, y compris des activités complexes qui sont pourtant très bien filmées. Le langage lui-même du commentaire est choisi pour faire rire. Il parle petit nègre à propos d'un chasseur qui va préparer le gibier abattu. C'est lui qui connaît bien couper la viande. Frantz Fanon, dans un chapitre de son livre Peau noire, masque blanc intitulé « Le noir et le langage », propose une analyse de ce parler petit nègre. Parler petit nègre à un nègre, c'est le vexer, car il est celui qui parle petit nègre. Pourtant, nous dira-t-on, il n'y a pas intention, volonté de vexer. Nous l'accordons, mais c'est justement cette absence de volonté, cette désinvolture, cette nonchalance, cette facilité avec laquelle on le fixe, avec laquelle on l'emprisonne, on le primitivise, l'anticivilise qui est vexante. Vous êtes au café à Rouen ou à Strasbourg, un vieil ivrogne par malheur vous aperçoit. Vite il s'assied à votre table, toi africain ? Dakar, Rufisque, bordel, femme, café, mangue, banane. Vous vous levez et vous partez. Vous êtes salué d'une bordée de jurons. Sale nègre, tu ne faisais pas tant l'important dans ta brousse. Parler petit nègre, c'est exprimer cette idée, toi reste où tu es. Je rencontre un Allemand ou un Russe parlant mal le français. Par geste, j'essaie de lui donner le renseignement qu'il réclame, mais ce faisant je n'ai garde d'oublier qu'il a une langue propre, un pays, et qu'il est peut-être avocat ou ingénieur dans sa culture. En tout cas il est étranger à mon groupe, et ses normes doivent être différentes. Dans le cas du noir, rien de pareil. Il n'a pas de culture, pas de civilisation, pas ce long passé d'histoire. Parler une langue, c'est assumer un monde, une culture. Les situations vécues sur lesquelles Frantz Fanon base son analyse sont bien sûr très révélatrices du rapport qui existe alors entre Français et Africains. En 1952, année de la première publication du livre, 4 années seulement après la réalisation du film de Jacques Dupont au pays des Pygmées. Mais, ce complexe de supériorité et l'usage du petit nègre n'ont pas tout à fait disparu aujourd'hui des relations entre blancs et noirs. Ainsi, la romancière sénégalaise Fatou Diomé, née en 1968, rapporte dans sa nouvelle autobiographique Le visage de l'emploi, le dialogue suivant entre une femme et son mari chez qui elle se présentait pour travailler comme baby-sitter. Elle ne semble pas savoir depuis quand elle est en France, mais elle a l'air de comprendre l'essentiel de ce que je lui dis, répondit Madame Dupont. La voix de monsieur prit un peu de vigueur. Mais qu'est-ce que tu veux que l'on fasse avec ça ? C'était donc ça. C'est pour cela que l'on me regardait comme ça.
Je n'étais pas moi avec mon prénom, ni madame, ni mademoiselle, mais ça. J'étais donc ça et même pas l'autre. Lorsque madame Dupont descendit me rejoindre au salon, où les mouches virevoltaient autour de moi, il était presque 13 heures. Elle me fit un sourire automatique et me dit : « Toi y en a commencé demain matin, 30 heures par semaine, SMIC, chèque emploi-service. Toi 30 minutes avance, madame y en a montré le travail. » On le voit à la lecture de Frantz Fanon et de Fatou Diomé. Parler petit nègre traduit une négation de la culture. S'agissant d'un film, cette position de rejet revient à dire que les personnages du film devront se contenter d'en être les objets, et ne pas prétendre en devenir les sujets, participant à la maîtrise de leur propre représentation. Ainsi, parler petit nègre dans le commentaire pose bien les limites d'une participation des Africains au cinéma. Ils sont filmés, mais ils ne sont pas maîtres de leur image. Cette participation des gens filmés à leur propre représentation n'est bien sûr jamais évidente ni garantie dans un documentaire. Une entente tacite, implicite, devant régler ce contrôle de l'image. Le personnage d'un film ne peut pas en effet prétendre contrôler le montage du film, à moins d'un film de commande dans lequel toute liberté de l'auteur serait hors de propos, mais le personnage participe néanmoins en général de la représentation que le film donnera de lui, d'une part en contrôlant ce qu'il fait face à la caméra, d'autre part en se faisant communiquer par le cinéaste, avant et pendant le tournage, l'esprit dans lequel il réalise le film. Le personnage s'implique alors en connaissance de cause. Une sorte de contrat moral est passé entre le cinéaste et le personnage, pour que son image dans le film soit conforme à celle offerte par le personnage, afin qu'on ne dépasse pas certaines limites. La réalisation et le montage d'un film documentaire reposent ainsi sur la prise en compte de ces limites à respecter. Par l'emploi de ce parler petit nègre, qui prive ses personnages d'assumer un monde, une culture, Fanon, le cinéaste refuse que les personnages soient autre chose que de simples objets dans ce film. Il admet ainsi que son projet ne se rattache pas au respect de sa relation avec les personnages, et qu'il ne doit de compte à personne, surtout pas aux gens qu'il filme. Mais au-delà du langage, c'est même la possibilité de se comprendre entre êtres humains que semble nier le cinéaste. Comme le rappelle Frantz Fanon dans son exemple, lorsqu'il rencontre un Allemand ou un Russe, il n'y a pas que les mots qui leur permettent de se comprendre. Mais pour cela, il faut accepter que l'autre soit également doté d'une intelligence et d'une culture, bref, qu'il soit un être humain comparable à soi-même. Or, c'est bien la participation des personnages du film au genre humain qui est niée. Le commentaire proposera ainsi, sur un ton ironique, quelques sous-entendus courants à l'époque. La manière de les séparer, à propos des fibres qui servent à faire de la ficelle pour tisser les filets de chasse, c'est tous les doigts de la main et les doigts des pieds. Suggérant une similitude, de l'homme qui utilise son pied pour tendre une fibre, avec un singe qui tiendrait quelque chose avec ses pattes. On retrouve ce même sous-entendu quelques minutes plus tard à propos d'un chasseur que l'on voit descendre d'un arbre où il est monté pour observer le gibier. Atata, très malin, a découvert des antilopes et des gazelles. Avec un fort accent ironique sur les mots très malin. Et l'on entend malin comme un singe, puisqu'il grimpe aux arbres, à rapprocher des mamelles des femmes évoquées dès le début du film. Outre la possibilité de communiquer avec le cinéaste afin de poser ses limites, chaque personnage d'un film documentaire a par ailleurs, s'il n'est pas filmé à son insu, la faculté de contrôler son image au moment même du tournage, à commencer par la décision d'apparaître ou pas dans ces images, de se laisser filmer. Or, cette première liberté du personnage, qui conditionne toute la rencontre autour d'un film, n'est elle-même pas du tout garantie dans le film de Jacques Dupont au pays des Pygmées. En effet, pour accepter de se faire filmer, il faut d'abord savoir ce que cela veut dire. Il faut donc avoir été spectateur d'un film, et même pour être pleinement conscient de la représentation future de sa propre image, avoir déjà été filmé au moins une fois et avoir assisté à la projection de son image. Or, les personnages qui apparaissent dans ce film, comme dans tous les films ethnographiques de cette époque, majoritairement tournés en zone rurale, ne sont très certainement jamais allés au cinéma. Le film que nous regardons présente ainsi une réalité, qui a été enregistrée sans que ses protagonistes aient pleinement conscience de l'enregistrement en cours, et surtout de l'existence future d'une représentation d'eux-mêmes. D'une certaine façon, ces images ont été tournées à l'insu des personnages. Mais surtout,
En évitant cette expérience fondamentale qu'est la rencontre autour d'un projet et son partage avec les gens filmés, le film s'exclut lui-même de l'expérience du cinéma qui se propose de filmer un autre, et donc d'être accepté par cet autre avec le projet de filmer. Ici, le cinéaste s'est peut-être fait accepter, mais certainement pas avec le projet de filmer que ses futurs personnages n'ont pas compris. Le film dont le commentaire parle petit nègre et sous-entend une ressemblance de ces personnages avec des animaux, n'est ainsi plus tenu par ses propres exigences de cinéma, il n'est plus le témoin d'une altérité, puisqu'il a dérogé à tous les principes qui auraient permis de vivre une véritable rencontre. Mais il reste pourtant un film, qui suit un ordonnancement des plans et des séquences. On peut alors se demander ce qui habite un tel film, ce qui le tient, pour qu'il continue d'être, tout en renonçant à une des composantes cruciales du cinéma, l'altérité. Il tente peut-être de revenir sur l'impossibilité de la rencontre qu'il a évitée, de la justifier, d'en dresser un état cinématographique. Or, cette justification ne peut pas être de l'ordre du cinéma au sens du récit, du poétique, car toute incursion dans le domaine poétique dirait au contraire la possibilité d'une rencontre. Dès lors, le film doit s'inventer dans un espace cinématographique atrophié qui lui permettra de présenter quelque chose tout de même, des images et des sons, tout en justifiant l'impossibilité d'un projet de cinéma au sens de la prise en compte d'une altérité. On aboutit ainsi à un objet cinématographique qui relate une expérience par nature épique, la chasse, en lui refusant tout caractère poétique. Pourtant, les images sont là, et le plus surprenant avec ce film est encore sa beauté plastique, la richesse avec laquelle sont filmées dans le détail les différentes activités, accordant une vraie durée aux séquences, notamment toutes les étapes de la chasse au filet, depuis la récolte des fibres pour la fabrication des filets jusqu'à la mise à mort de l'antilope capturée. Mais chaque mot du commentaire lutte contre cette beauté, pour lui enlever tout caractère épique et faire intervenir une idéologie associant paternalisme et racisme, au détriment du poétique. Le blanc riait quand il les voyait partir à la chasse en chantant, car il disait qu'ils effraieraient le gibier. Mais le noir et le blanc c'est comme le père et l'enfant. L'enfant ne sait rien mais le père ne sait pas tout. Si le noir est un enfant, on comprend pourquoi il ne peut y avoir de projet de cinéma avec lui, pourquoi on ne peut le traiter d'égal à égal. Il y a bien dans ce commentaire l'évidence d'une supériorité des blancs sur les noirs. Un sentiment de supériorité qui laisse cours parfois à un véritable dédain pour les gens que le cinéaste est pourtant allé filmer, qui l'ont accueilli, et qu'il a bien dû regarder pour les filmer. Au point du jour, on patauge dans un marigot. Les pygmées ne savent pas nager, ils ne savent pas construire les pirogues, quand ils rencontrent un fleuve ils ne peuvent pas le traverser. Au ton dédaigneux de la voix, qui dit le commentaire avec un accent qui semble pourtant bien africain, on ne peut que se dire qu'il y aurait du point de vue de ce film-là, une catégorie d'Africains évolués, qui serait supérieure à ces pygmées. Et effectivement, le film se poursuit par une scène où d'autres Noirs essaient de convaincre les pygmées de sortir de la forêt et de devenir cultivateurs comme eux. Ce sont bien sûr ceux que nous avons déjà pu lever jusqu'à nous, confère. Au pays des Dogons de Marcel Griaule. Le film devient alors vecteur d'une idéologie, qui justifie bien sûr la colonisation et la domination politique. Jacques Dupont propose ainsi une sorte de renoncement au cinéma, qui est en fait assez caractéristique de la position quasi schizophrénique des cinéastes ethnologues de cette époque, qui vont devoir s'interdire d'aimer ce qu'ils filment. On peut ainsi interpréter tout le commentaire du film comme une sorte d'auto-persuasion, un envoûtement idéologique qui permettrait de nier le réel et de se réfugier dans un monde fantasmagorique de races supérieures et inférieures, de sauvages et de bons nègres. Moment de contradiction paradoxale qui connaîtra son paroxysme sur les très belles scènes de danse de la fin du film, d'une incroyable modernité aujourd'hui encore, sur lesquelles le commentaire conclut pourtant avec la première voix occidentale dédaigneuse, en parfait décalage avec l'image. Telle est la vie primitive des pygmées de la forêt équatoriale au cœur de l'Afrique. Pirogue sur l'Ogooué 1948. Une idéologie réactionnaire. Synopsis, Cinémathèque Afrique. Descente de l'Ogooué en pirogue, des chutes de Gourara jusqu'à Lambaréné. 16 mm Nesperluet-B, 28 minutes. Le second film réalisé au cours de la même mission par Jacques Dupont, Pirogue sur l'Ogooué,
commence par un rappel historique de l'exploration de Savorgnan de Brazza, fin 19e, et précise que le projet de cette expédition était de refaire le voyage de Brazza jusqu'à Lambaréné. Là encore, on remarque une grande beauté plastique. Les pirogues dans les remous de l'Ogooué en crue à la saison des pluies offrent une image magnifique et la bande-son, composée en partie des chants des piroguiers, est également très belle. Mais rien n'est jamais dit de cette beauté dans le commentaire, ni du talent des pagayeurs ou de l'homme à la proue, qui dirige debout chaque pirogue entre les rochers au milieu des rapides. Cette beauté n'est pas l'objet du film. Son objet, c'est l'avancée de l'expédition, tandis que ce qu'elle croise en chemin n'est intéressant que dans la mesure où cela lui permet d'avancer. Le film participe ainsi d'un regard sur soi, plutôt que d'un regard sur l'autre, mais un regard sur soi en Afrique, loin du cadre habituel de référence qui permettrait un éventuel regard autocritique. Effectivement, tout se passe comme si ici, en Afrique, tout était permis. Alors que l'expédition accoste près d'un village, le commentaire note que les piroguiers ne s'entendent pas bien avec la population, ce qui rend difficile le ravitaillement. On voit alors 2 piroguiers se disputer avec une villageoise, pendant que d'autres amènent en cachette 2 cabris sur une pirogue. Le commentaire précise, pendant que les palabres continuent, d'autres emploient une méthode plus directe. Heureusement, car sans la viande de ces cabris. Le commentaire ne présente donc aucun état d'âme pour le vol commis. La mission d'exploration s'accompagne ainsi du pillage des populations rencontrées, sans que le cinéaste ne s'offusque de cette attitude de conquistadores, qu'au contraire il justifie. Plus tard, alors qu'ils arrivent dans un autre village pour y faire escale, le commentaire annonce « Les premiers piroguiers qui débarquent se dépêchent de retenir pour la nuit la meilleure case et les plus belles femmes car les gens du bord du fleuve sont généralement accommodants. » Selon le proverbe, la femme est une calebasse à laquelle tout le monde se désaltère. Seulement tu ne dois pas l'emporter. Il n'existe certainement pas un tel proverbe ailleurs que dans les fantasmes du narrateur. Et cette façon de l'attribuer aux gens du fleuve, cette façon d'inventer pour eux du verbe, atteste bien une fois de plus de la négation du langage, et donc de la culture de l'autre, sur laquelle nous éclaire Frantz Fanon. Là encore, le film aboutit bien à une déshumanisation des gens filmés. En rapportant cet attrait pour la femme africaine, ainsi réputée facile d'accès, la femme est une calebasse, le commentaire trahit non seulement un mépris pour ces femmes, mais surtout la possibilité de profiter d'elles, au même titre que des victuailles pillées dans le village. Il n'y a plus ici aucune loi qui s'applique aux explorateurs et aux films, pas même les lois humaines les plus élémentaires, celles qui recommandent le respect du corps et du bien d'autrui. Lors d'un changement de piroguier, le nouveau chef des piroguiers parle français. Du coup on entend sa voix et on les présente par leur nom, lui et ses compagnons. Comme si le fait de parler la langue des Blancs, donnait cette fois-ci aux piroguiers non seulement une identité, mais bien un statut d'être humain avec qui échanger, confère. Fanon. Pourtant, le regard porté sur les piroguiers n'en reste pas moins condescendant, nos piroguiers attrapent des mangues. La mangue est un fruit juteux, avec un arrière-goût d'essence de térébenthine, les piroguiers les aiment beaucoup. Tout ce que l'on ne connaît pas est aussitôt objet de moquerie, ce qui, s'agissant notamment des fruits en Afrique, peut paraître particulièrement maladroit. Mais ce lapsus est révélateur bien sûr, car il participe d'un arsenal idéologique en réponse aux critiques dénonçant déjà à l'époque le colonialisme comme une politique économique de pillage des matières premières. Ici, le commentaire s'emploie à dire qu'en Afrique tout est mauvais, et que donc si les Blancs y vont, ce n'est certainement pas par plaisir, mais bien pour y apporter la civilisation. On voit donc une remarque anodine, qui se veut même légère ou comique, est en fait la marque d'une inscription idéologique, faisant du film un outil de propagande pour le colonialisme. Mais alors que le message était clairement énoncé dans le film de Griaule au pays des Dogons, ne croyez pas que cet escalier assez incommode d'ailleurs soit le fruit d'une initiative de ces indigènes, c'est l'administration, bonne fille, qui a pensé à le leur faire construire. Il se fait ici beaucoup plus implicite, et donc plus difficile à discerner, ce qui rend toute réaction critique plus improbable. Mais ces 2 séquences, celle des mangues comme celle de l'escalier, procèdent exactement de la même attitude, celle du déni culturel qui justifie la colonisation comme moment d'élévation spirituelle et matérielle des populations africaines. Entre les 2 films de Marcel Griaule et ces 2 films de Jacques Dupont, réalisés presque 15 ans plus tard, on peut ainsi lire une évolution dans le sens d'une diffusion idéologique plus insidieuse.
Entre ces deux époques pourtant, le cinéma à prétention ethnographique, ou du moins présenté comme tel, aurait pu évoluer vers des positions anticoloniales, à l'unisson avec les mouvements intellectuels et artistiques d'alors. Or c'est tout le contraire que présentent ces films de Jacques Dupont, qui opèrent plutôt un mouvement de réaction à l'anticolonialisme. Ainsi, là où le cinéma de Marcel Griault apparaît comme marqué idéologiquement par son époque, ces films de Jacques Dupont apparaissent-ils comme marqués par une idéologie réactionnaire, dont la forme, plus axée sur le divertissement, ne va pas sans accompagner le fond, plus directement lisible en termes de mots d'ordre idéologique. Tout se passe comme si ce cinéma avait, au cours d'une décennie, connu une certaine maturité dans la maîtrise de son projet formel au service d'une idéologie, et avait pris conscience de son impact auprès des spectateurs. Il n'est pas anodin de remarquer que ces deux films datent de 1948, l'année au cours de laquelle George Orwell publia 1984. Dans un portrait de George Orwell publié dans Le Monde le 4 juillet 2003, Philippe Daguin cite cette phrase écrite par George Orwell en 1946. La relation entre le mode de pensée totalitaire et la corruption du langage constitue un problème important qui n'a pas fait l'objet d'une attention suffisante. S'il faut définir une politique d'Orwell, nous dit Philippe Daguin, elle est dans ce peu de mots, se comporter en êtres humains. Dans ses reportages, ses romans et ses articles de critique, il s'attaque à ce qui s'oppose à cette exigence, c'est-à-dire tout le XXe siècle. Car il y est très difficile de s'y comporter en êtres humains, entre totalitarisme dur et dictature de la consommation. C'est justement au projet humaniste d'Orwell, d'un occidental absolument contemporain, que dérogent ces films de Jacques Dupont, participant ainsi de l'inhumanité sous couvert pourtant des sciences humaines et de cette appellation du cinéma ethnographique. Ainsi, ce film présente non seulement un discours idéologique comme le film Au pays des Pygmées, mais il développe en plus une parade réactionnaire à une évolution critique qui se fait jour au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à laquelle participent déjà de nombreux intellectuels africains comme occidentaux, et qui aboutira au processus de décolonisation. La Grande Case 1951, un divertissement idéologique. Synopsis, Cinémathèque Afrique. Les institutions traditionnelles au Cameroun, coutumes locales, palabres, élection de chef. 16 mm NSPerluetB, 26 minutes. Le troisième film de Jacques Dupont consultable à la Cinémathèque Afrique, La Grande Case, réalisé en 1951, porte comme sous-titre sur les institutions politiques anciennes au Cameroun. Il s'agit donc d'un film d'histoire et de sciences politiques. En effet, le ton du commentaire a changé par rapport aux deux précédents films. Il est dit sans ironie et sans manque de respect apparent. On peut néanmoins se demander si cette rupture qui apparaît d'emblée est effective, et dans ce cas si c'est bien le travail des deux précédents films qui l'encourage, comme on voudrait bien sûr le croire. 3 années sont passées depuis La Croisière sur l'Ogooué, au cours desquelles le cinéaste s'est peut-être délesté de certains préjugés, en même temps que d'une prétention au divertissement. La première partie du film montre la nomination d'un nouveau chef à la tête de la chefferie. Les scènes filmées à l'intérieur de la Grande Case, réunissant tous les membres de la chefferie, sont particulièrement intéressantes. Mais plutôt que de décoder le fonctionnement de cette assemblée, le commentaire tente à simplifier ce qui est montré et à nier sa fonction politique et sociale. Plaisir de la discussion, des palabres, on sait qui est choisi, mais on va sacrifier au rite, et on va puiser dans l'arsenal des vieux proverbes. Les fameuses palabres, le lieu commun qui aujourd'hui encore pour beaucoup de gens symbolise une Afrique simple et fainéante. Là encore, comme dans les deux précédents films commentés, l'image est pourtant passionnante et restitue bien l'attention de ce moment, notamment sur le visage du nouveau chef et dans la cohésion du groupe autour de lui. Des scènes dont on perçoit d'autant plus l'enjeu, qu'on les rapproche de celles qui ouvrent le film de Jean-Marie Thenot, Chef, tourné dans une grande case identique à celle-ci au Cameroun aujourd'hui. 50 ans sont passés, et c'est bien la désagrégation de cette forme de gouvernement ici très vivante que montre Jean-Marie Thenot. Mais autant Jean-Marie Thenot filme ce qu'il reste de cette grande case et tente de restituer, comme une part d'héritage précieux, ce que pouvait être cette forme aujourd'hui disparue de gestion de la collectivité et du pouvoir, autant Jacques Dupont ne transmet rien de la complexité de ce rouage essentiel de la société qu'il filme pourtant au présent. Il ne semble d'ailleurs pas s'intéresser à cette complexité,
ni même la prendre au sérieux, et préfère s'attarder à des reconstitutions historiques de batailles pour évoquer l'islamisation forcée au XIXe siècle. Il nous montre ainsi des centaines de cavaliers et d'archers, en magnifiques costumes, dans une mise en scène digne du Ivanhoé réalisé à la même époque par Richard Thorpe. Et le film est si confus dans sa construction, que bien sûr on n'en retient que ces scènes de reconstitution guerrière. Une fois de plus, le film, par une sorte d'aveuglement et de négation de toute forme de complexité, s'est engagé sur la piste du divertissement. Non seulement il s'agit de divertir, mais encore faut-il s'inscrire dans un genre ressortant clairement du divertissement, comme ces scènes de reconstitution de bataille. L'Afrique ne devient plus alors qu'un décor, sur lequel projeter nos propres récits. Mais le plus étonnant est peut-être que Jacques Dupont réussisse à faire un film sur les institutions politiques du Cameroun, sans jamais évoquer ni la France ni la colonisation. Il est vrai que l'histoire semble ici une discipline particulièrement confuse. Les Peuls sont une race étrange, peut-être sont-ils un rameau perdu des Juifs après qu'ils furent chassés d'Égypte. Alors que leurs frères trouvaient la terre promise, eux s'égarèrent dans l'immense Afrique, dit le commentaire du film. Mais pas un mot sur le fait que le Cameroun était alors une colonie française. Et ce non-dit sur la présence du colonisateur, cette omission, permet la constitution en image d'une Afrique idéale, d'une Afrique sauvage, qui non seulement est une valeur sûre du divertissement, mais surtout représente une véritable négation de l'histoire, des faits et de leurs conséquences. Il n'y a qu'à voir le film de Jean-Marie Thenot déjà cité, Chef, pour comprendre à quel point les institutions politiques camerounaises actuelles découlent directement de la colonisation, et comment ce devenir était déjà en cours en 1951. Ainsi, ce film qui prétend à une approche historique, vu aujourd'hui avec le recul d'autres films, notamment de documentaristes africains, nous renvoie-t-il une image que l'on pourrait qualifier d'aveugle tant elle passe à côté du réel sans rien voir de ce qu'elle annonce pourtant dans son titre, les institutions politiques anciennes. Ces trois films de Jacques Dupont se caractérisent ainsi par leur incapacité à s'inscrire dans le réel. Ils sont bien porteurs de falsification, confère éditorial du Comité africain de cinéastes, qui procède, de manière paradoxale pour le cinéma, d'un véritable aveuglement. Et cela bien sûr, parce que le réel serait subversif, en ce sens qu'il viendrait contredire toute l'idéologie par laquelle sont portés ces films. Tout se passe donc comme si le réalisateur, ou celui qui a écrit le commentaire, avait tellement d'idées préconçues, qu'il s'était interdit de voir, jusqu'à en devenir pratiquement aveugle à ses propres images. Le cinéma apparaît alors dans cette sorte de perversion. Filmer des choses magnifiques en les ridiculisant, être secrètement ému par quelque chose que l'on s'interdit d'aimer et s'efforcer de le réduire à un divertissement ridicule. 1.1.3.2 Case ENSBA 1950. Une observation ethnocentriste. Synopsis, Cinémathèque Afrique. La technique des populations du Nord Cameroun, utilisée dans la construction de divers types de cases. 16 mm 24 minutes. Ce film fut réalisé en 1950 par un groupe d'élèves architectes de l'ENSBA, l'École nationale supérieure des beaux-arts, lors d'un voyage de documentation au Cameroun. Les étudiants se sont intéressés à la construction des cases, d'abord chez les Bamileke puis chez les Matakam. Nous assistons ainsi à la construction d'une case de grande taille, si complexe qu'elle défie aujourd'hui encore une vision simpliste de l'Afrique couramment répandue. Les élèves architectes apprécient d'ailleurs en techniciens ce qu'ils découvrent. Rien n'est laissé au hasard de l'improvisation. On trouve sur le chantier tous les spécialistes de la construction, depuis le maçon et le couvreur jusqu'au charpentier. Tous ont le sens de l'entraide lorsqu'il s'agit de bâtir. Grâce à cette organisation, une case est construite en moins de 20 jours. Une fois terminée, certaines cases atteignent la hauteur d'une maison de plusieurs étages. Les jeunes font leur apprentissage dans la bonne humeur. Dans cette immense toiture, tout est minutieusement étudié, et chaque élément a son importance. L'armature, bien triangulée, supporte un plateau qui accuse la courbure des bambous et donne à l'ensemble sa forme conique. Cependant, cette analyse technique très positive part d'un premier constat quelque peu décalé avec son objet. Rien n'est laissé au hasard de l'improvisation, qui en dit long sur les a priori que pouvaient avoir les étudiants. Un a priori que l'on ne peut placer sur le compte de la naïveté,
de la part d'étudiants architectes qui savent bien qu'une maison bâtie sur le hasard de l'improvisation ne tarderait pas à s'écrouler. Il s'agit plutôt d'un a priori culturel, basé sur l'idée qu'en Afrique, l'organisation du travail et donc de la société découle du hasard et de l'improvisation. Ce qui définit bien une absence de civilisation, un monde sauvage. On se réjouit bien sûr du fait que, partant de cet a priori, les étudiants aient reconnu qu'il s'agissait en fait de tout le contraire. Tout est minutieusement étudié. Mais il apparaît aussi clairement que cette appréciation positive repose plus sur la reconnaissance de leurs propres techniques que sur la découverte des techniques des Bamilékés. Ainsi, il ne sera jamais fait référence à aucune précision qui aurait pu être apportée par les constructeurs sur leur travail. Il semble au contraire que les étudiants en architecture aient filmé le chantier puis écrit leurs commentaires à partir de leur seul regard, sans jamais se laisser guider par les Bamilékés, dont d'ailleurs aucun personnage n'est filmé en particulier ni même identifié. Le commentaire ne mentionne ainsi que ce que les étudiants ont reconnu de leur propre point de vue. Ils reconnaissent par exemple différents spécialistes de la construction, depuis le maçon et le couvreur jusqu'au charpentier, qui sont bien sûr ceux qui existent dans leur propre pratique d'un chantier, sans se demander s'il s'agit bien de la même répartition des tâches et si les Bamilékés ont la même conception que de ces métiers. Aussitôt la case terminée, le film explique l'implantation des différentes cases autour de la grande case de la chefferie, et fait pour cela apparaître une maquette d'un village, qui semble tout à fait déplacée dans le film puisqu'un tel outil n'existe pas sur ce chantier. Ainsi, paradoxe pour des étudiants, on n'a jamais l'impression qu'ils témoignent d'aucune forme de transmission dont ils auraient bénéficié, ni même qu'ils soient là pour apprendre, mais seulement pour observer, ce qui n'est pas éloigné d'exercer un contrôle, et finalement se divertir de cette transposition au Cameroun des techniques qui leur sont familières. Tout se passe ainsi comme si les étudiants n'avaient rencontré personne avec qui échanger en tout cas. Et le commentaire, qui devient un peu malicieux lorsqu'il ne s'agit plus des techniques de construction, note d'ailleurs qu'il n'y a pas grand-chose à comprendre à cette disposition des cases, il en a toujours été ainsi. Pourquoi ? Parce que la tradition l'exige. Il n'y aurait donc aucune explication qui vaille la peine que l'on s'interroge, que l'on essaie de comprendre le plan du village, ce qui n'est pourtant pas éloigné a priori des préoccupations d'élèves architectes. Le film se poursuit alors par quelques clichés sur des images de masques qui deviennent inévitablement folkloriques. Pour le peuple bamiléké, la voix des ancêtres est la loi respectée de tous et elle seule commande les décisions des notables lorsqu'ils se rendent aux réunions secrètes. Sans que l'on sache pourquoi, le film déborde ainsi de son sujet, l'architecture, et tombe dans une ethnographie de divertissement, nourrie des lieux communs dans lesquels le spectateur reconnaîtra certainement sa propre vision de l'Afrique et qui le rassureront également sur sa supériorité. Chez les Matakam, l'habitat et le confort sont aussi rudimentaires que l'habillement, l'hygiène aussi. Une phrase prononcée d'un ton dédaigneux, en parfaite contradiction d'ailleurs avec l'image, sur laquelle on voit une femme laver un enfant devant une superbe case de terre. Plus surprenantes encore sont les remarques qui, à 2 reprises dans le film, concernent la participation des femmes au chantier. Le transport des lourdes bottes d'herbe est réservé aux femmes, bien modeste contribution à l'œuvre commune. Et plus tard dans le film, de nouveau, ici aussi les femmes apportent leur modeste contribution à l'édifice. Et l'on voit sur ce commentaire le pénible travail de préparation de la boue effectué par la femme, tandis que sur le plan suivant où l'homme assemble ses mottes de boue, le commentaire précise « édifice remarquable par son principe de construction et la pureté de sa forme ». Comme dans le film de Marcel Griol au pays des Dogons, le travail effectué par les femmes est ainsi dévalorisé. Nous sommes pourtant maintenant en 1950, mais si la femme occidentale accède peu à peu à une certaine considération, il n'en est pas encore de même pour la femme africaine que rien ne protège du machisme occidental. Le plus étonnant reste encore le commentaire de conclusion du film. Depuis qu'il vit sur cette terre, le paysan Matakam a su s'adapter à la nature, s'en servir, et trouve en elle son équilibre pour mener l'existence de son choix. À l'abri dans leurs montagnes, les Matakam n'ont qu'un désir, garder leur indépendance. On ne peut que leur souhaiter de la garder longtemps. Or nous sommes en 1950, et le Cameroun n'accédera à l'indépendance que le 1er janvier 1960, 10 ans plus tard. Mais l'indépendance, dont parle ici le commentaire,
n'est pas celle vis-à-vis de la France, mais celle vis-à-vis des Fulbe, les guerriers Peuls dont le film explique qu'ils ont islamisé les Bamileke, à la différence des Matakam qui se sont réfugiés sur leurs montagnes pour leur résister. Si cet épisode historique est en partie vrai, il s'est cependant déroulé au XIXe siècle et il n'y a plus de risque d'une conquête des Fulbe en 1950, alors que le pays est déjà colonisé par la France, ce que le commentaire oublie de préciser. Les scènes de parade guerrière, qui décrivent une population Matakam sur le pied de guerre, sont ainsi complètement fictionnelles, mais présentées comme purement documentaires. Des scènes qui accréditent au passage différents arguments justifiant la présence française. La France serait là pour protéger les Matakam au cas où ils seraient attaqués. Cette façon de construire le film autour d'idées diffuses, qui relèvent de la propagande coloniale, finit une fois de plus par détourner le film de son projet initial, ou du moins de ce que l'on pourrait attendre de la démarche d'un cinéaste libéré du carcan idéologique conditionnant non seulement son discours, mais également la construction de son récit et par là même la forme de son film. Mais les stéréotypes reconnus ici, aveuglement et fermeture, préjugés racistes et ethnocentrisme, s'ils sont révélateurs d'une époque, paraissent d'autant plus intéressants pour mesurer le regard des Français sur l'Afrique et l'inscription de ce regard dans le cinéma, qu'ils sont le fait d'un groupe d'étudiants en architecture à l'ENSBA. Des jeunes ayant eux-mêmes accès à la culture de manière très privilégiée, au cœur du Paris de Saint-Germain-des-Prés en 1950. 1.1.3.3 Gourouna, berger sacré, Igor de Garine 1958, une frontière infranchissable. Synopsis, Cinémathèque Afrique. La vie d'un clan de jeunes hommes appelés gourous, bergers sacrés, chez les Massa du Nord Cameroun. Leur rituel se déroule à l'occasion d'une cérémonie de funérailles. 16 mm couleur, 25 minutes. Le film retrace la participation des Gourouna aux funérailles d'un vieillard, dans le pays Massa, au nord du Cameroun. Difficile de dire exactement qui sont ces Gourouna, appelés aussi gourous par le commentaire du film, mais dont la fonction exacte n'est jamais précisée. Le commentaire qui accompagne les rituels suivis par ce groupe n'apparaît en effet pas très précis. Alors qu'il prend un objet d'étude a priori classique pour un ethnologue, des funérailles, le film ne semble pas avoir pour objectif l'accomplissement d'un travail scientifique. Bien au contraire, la particularité de ce film, son credo, pour aussi étrange que cela puisse paraître, consiste à retracer un rituel de funérailles en le tournant en dérision. Un homme est mort. Les voisines sont là les premières à se lamenter. Au son du tambour, elles ont quitté leurs occupations, non sans prendre le temps de revêtir leur pagne le plus élégant. En pays Massa, la mort d'un vieillard n'est pas quelque chose de triste, c'est quelque chose de normal. Seuls les proches parents ont de la peine, mais tous sont tenus de donner le spectacle d'une affliction débordante. Pour les jeunes femmes, c'est une occasion, l'occasion de se faire admirer, connaître. Et pour les vieilles femmes, c'est l'occasion de se faire remarquer une fois encore, par la conviction de leur lamentation. Ici, on se rend à des funérailles comme à un marché ou à une fête, pour rencontrer des gens, en voir, en être vu. Dès le début du film, le commentaire précise ainsi que ces gens donnent le spectacle d'une affliction débordante, alors qu'ils n'ont pas de peine et qu'ils sont là pour se faire remarquer et admirer. Les gourous se rendent maintenant au village du mort et les funérailles vont commencer. Jusqu'au village du mort, la route est longue. Les jeunes filles, elles, portent des provisions, car qui sait? Imaginez qu'il n'y ait rien à manger en arrivant aux funérailles. À partir de là, ce ne sont plus seulement les voisines venues se lamenter qui sont suspectées de ne pas respecter ce mort, mais les gourous eux-mêmes, pourtant en charge du rituel, et jusqu'à la famille du mort. Ceux-là sont la famille du mort, ils se lamentent depuis le matin et maintenant ils se reposent à l'ombre. De là à dire que ces gens ne respectent pas leur mort, il n'y a qu'un pas qui est facilement franchi par le ton ironique du commentaire. Dès lors, une frontière infranchissable est dressée entre ces gens et l'auteur du commentaire, entre eux et nous. Ils ne respectent pas leur mort. Une première frontière spirituelle, qui ne dit rien d'autre que le déni d'une culture, et même de l'appartenance à l'espèce humaine qui se caractérise justement par le culte des morts. Une autre frontière apparaît aussi dans le film, physique celle-ci, qui touche peut-être au désir plus ou moins conscient, en tout cas refoulé par le film. Une frontière qui tend en effet à séparer les corps. Les préparatifs des gourous qui viendront danser pour le mort font ainsi l'objet d'une nouvelle séquence aux commentaires ironiques et chargés de sous-entendus, salon d'essayage.
Les petites peaux de cabri sont blanchies à la chaux. Les gourous sont des gens difficiles. On s'y reprendra à plusieurs fois avant que le costume sur mesure soit jugé élégant. L'expression costume sur mesure, un pagne en fait, élégant lui aussi comme le pagne le plus élégant des voisines venues se lamenter, est censé faire rire sur les images des gourous presque nus. C'est cette nudité, la gêne et le rire qu'elle doit provoquer, qui semble le premier objet partagé avec le spectateur et qui justifie à elle seule le ton ironique du commentaire. Ensuite les 1000 ruses du maquillage et de la séduction. Argile rouge sur le torse et sur les lèvres, c'est parfait. S'agissant d'hommes, ce n'est rien d'autre que l'homosexualité, objet de moquerie qui est sous-entendue ici par la voix ironique du commentateur. Enfin, pour atténuer le contraste des couleurs, autre recette de beauté, on se roule dans la poussière, mais être gras, corpulent, le corps luisant est une des raisons d'être des gourous. Les gourous se roulent dans la poussière comme des animaux, dont ils ne sont pas éloignés puisqu'ils ne respectent pas leur mort, et ce faisant ils dédouanent le film et ses spectateurs de son regard impudique, le ramenant à un regard neutre porté comme sur des animaux. Bientôt on assiste à la mise en terre. La tombe est creusée, tout est prêt pour la mise en terre et c'est la dernière promenade du mort sur les épaules de ses fils. Mais à ce moment-là, l'opérateur se met en travers de la route du cortège, et la caméra à hauteur du corps puisque portée elle aussi sur l'épaule, barre presque le chemin, si bien que les pieds du mort, qui sortent du linge de coton blanc dans lequel il est enveloppé, apparaissent plein cadre. Le commentaire ne s'arrête pas et en profite pour dire des blagues, et c'est le moment qu'attendent les femmes pour se rouler à terre. Chacune d'elles sera jugée sur l'entrain qu'elle y met. Il n'est pas rare de voir des femmes enceintes de 6 mois se livrer à de tels exercices. Des femmes exécutent des roulades, et celles qui ont fréquenté une mission pourront même terminer leur numéro par une génuflexion. Drôle de moment pour blaguer, alors que c'est justement sur l'irrespect face à la mort qu'ironisait le commentaire du début du film. Et cette image des pieds du mort qui surgissent au milieu de l'écran, se rapprochant jusqu'à devenir floue, comment y lire l'attitude normale que devrait avoir l'opérateur ou le cinéaste, sinon lors du tournage, au moins lors du montage ? Ce n'est pas bien sûr l'attitude des gens filmés qui pose problème ici, comme l'insinue le commentaire, mais l'attitude de ceux qui filment. Le plan de ses pieds ne peut certainement pas être l'ultime regard sur le corps d'un homme. À moins de ne pas le considérer tout à fait comme un homme à part entière. Celles qui ont fréquenté une mission pourront même terminer leur numéro par une génuflexion, blague le commentaire. Mais les blagues ne sont jamais anodines. C'est bien de cela dont il s'agit, de faire fréquenter une mission et d'élever dans la foi chrétienne. Un peu plus haut, le commentaire parle déjà du cadavre plutôt que du corps comme il est d'usage pour des funérailles. On comprend que pour les gens qui filment ces funérailles, ce ne sont pas vraiment des funérailles, parce qu'elles échappent tout simplement à leurs croyances. Et effectivement, le rituel auquel on nie toute fonction religieuse authentique, est ici toujours assimilé à un spectacle. Certains sont même venus pleurer à cheval, en somme ce sont des funérailles réussies. D'autres scènes sont également filmées et commentées comme un spectacle, notamment des simulacres d'expéditions guerrières, qui veulent dire que la famille est capable de venger le défunt au cas où sa mort ne serait pas naturelle. Ce qui est surprenant dans ces scènes, simulacres d'expéditions guerrières, c'est qu'elles se déroulent directement face à la caméra. Les assaillants se reculent, puis courent vers la caméra en brandissant des lances, et s'arrêtent juste devant la caméra en ne cessant de la regarder, puis refont une nouvelle charge. Il s'agit d'une simulation, qui est faite directement à l'attention des opérateurs pour être filmée, observée par eux. Quelle que soit la connaissance que puissent avoir les gourous du cinéma, ils savent que les opérateurs regardent dans leur caméra et peut-être même fixent ce qu'ils voient, et c'est pour être regardés de la sorte pour contribuer à cette opération qu'ils exécutent ces charges vers la caméra. Il y a donc, chez les gourous filmés, une volonté de participer à ce tournage, d'y apporter leur contribution, comme dans le film de Jacques Dupont, Pirogue sur l'Ogooué, où le commentaire indique tout à coup parlant petit nègre, les meilleurs danseurs étaient accourus de tous les coins de brousse pour faire l'image et pour faire la chanson. On découvre alors, dans le film de Jacques Dupont, des hommes qui dansent en écoutant leur propre chant retransmis par un haut-parleur. Ce que montrent ces séquences, c'est que ces films se sont faits avec les populations filmées, en les sollicitant. Et surtout, que les gens filmés à ces occasions contribuaient de manière volontaire, avec curiosité et intérêt, au tournage des films.
Tandis que les équipes de cinéastes ne voyaient que ce qu'elles voulaient voir et s'enfermaient dans une attitude quasiment aveugle, les gens qu'elles rencontraient voyaient arriver avec intérêt et une grande ouverture le cinéma sur le continent africain. La question de la transmission et du partage de cette technique était ainsi unilatéralement posée par les Africains, dès les premiers films, dès l'intérêt exprimé par ces danseurs qui accourent de tous les coins de brousse pour faire l'image et la chanson. Mais un des principes justificateurs de la colonisation, qui prétend élever le colonisé en lui apportant notamment des savoirs et des techniques étrangers à sa propre culture, se trouve ici dans une véritable impasse. Le cinéma, potentiellement subversif, ne doit pas être mis entre toutes les mains, ce qui expliquera l'émergence tardive des cinémas africains coïncidant avec les indépendances. Une des scènes de Guruna, berger sacré, est emblématique de ce refus de toute expression indigène d'un discours potentiellement contestataire. 3 danseurs se sont maquillés avec de la terre blanche, dessinant sur leur corps des chaussettes, des shorts, des chemisettes et se coiffant d'imitation des casques coloniaux. Ces 3-là sont déguisés en soldats. Ils se moquent du blanc qui a refusé de les prendre comme volontaires, dit le commentaire. C'est donc par la jalousie ou un sentiment de rejet, d'abandon, que le commentaire explique ces déguisements, qui nous rappellent bien sûr les Aoukas du film de Jean Rouch Les Maîtres Fous. Un film qui pouvait être pourtant reçu comme tellement subversif par le public français, que l'on conseilla à Jean Rouch de le détruire dès sa première projection. 1.1.3.4 Noces d'eau, J. Capron et S. Ritchie 1958. Le regard exotique. Synopsis, Cinémathèque Afrique. Vie quotidienne des pêcheurs Bobo Oulé en pays Bambara, au Mali. Ce document montre différentes techniques de pêche collective et les sacrifices rituels aux dieux de l'eau. 16 mm couleur, 26 minutes. Ce film de 1958, qui décrit plusieurs rituels de pêche du pays Bambara, en Haute-Volta, actuel Burkina Faso et au Mali, est intéressant à rapprocher des précédents, et notamment de Guruna, berger sacré d'Igor de Garine réalisé la même année, au regard duquel il représente pourtant une véritable rupture. Il s'agit d'un film produit par le comité du film ethnographique du Musée de l'Homme, comme l'indique le générique de début. Mais là où l'on pourrait attendre une sorte d'objet muséal, scientifique et didactique, c'est au contraire une forme très poétique que prend ce film. La voix du commentaire est douce, neutre, agréable dans son propos comme dans sa forme. Les cadrages sont particulièrement soignés, et les séquences filmées avec beauté, notamment les scènes de pêche à l'épervier, des filets sont jetés depuis la berge du fleuve, dont l'effet sonore est rendu de manière très réaliste en post-synchronisation. D'autres techniques de pêche sont expliquées, utilisant notamment des nasses et barrages de pêche. Nul doute ici que Serge Ritchie, dont on verra au générique qu'il est à la fois réalisateur, opérateur de l'image et du son, monteur et narrateur du film, éprouve une réelle admiration pour ce qu'il voit, sans aucun des travers ethnocentristes que l'on a pu noter dans d'autres films de cette époque. Mais c'est justement cet émerveillement qui pose peut-être problème. Dans une atmosphère de fête, cette vente-concert n'est-elle pas l'image de la joie de vivre de ces pêcheurs comblés? Tout est si beau, que l'on en arrive à une sorte de déréalisation. Partout ici éclatent les fleurs de nymphéa. Les scènes de pêche par exemple, finissent par ne plus prendre sens que par le rituel, en dehors de toute activité économique, elle aussi pourtant fondamentalement humaine. Seul compte ici le symbole culturel. Cette impression d'oubli de toute réalité est accentuée par les cadrages en plan large et l'absence, tant dans le commentaire qu'à l'image, de personnages porteurs d'une autre dramaturgie que celle du pur rituel. La dispersion géographique du film vient également accentuer cette irréalité, empêchant de suivre non seulement un personnage, mais aussi un groupe, et finalement le rituel lui-même dans sa globalité. Tout se passe comme si rien de ce qui était montré ne valait la peine d'être montré en soi, mais toujours comme une petite partie d'un tout, sorte d'aperçu de l'Afrique, à la fois parcellaire et globalisant. C'est le fameux sujet du documentaire qui est ici oublié, ce qui aboutit à un film parfois divertissant, mais sur le mode d'une brochure touristique plutôt que d'un film ethnographique, voire d'un film simplement cohérent, le cinéma exigeant de fonctionner selon une certaine unité, au sens où en parle Andreï Tarkovsky par exemple, et qui n'est certainement pas contraire à une démarche poétique. Je suis de plus en plus convaincu que les principes d'unité au nom de l'unité du tout ont pour le cinéma une importance prépondérante. Plus que pour les autres arts.
J'entends par là, viser une seule cible. L'Afrique, lointaine, différente, est prétexte à cette attitude poétique, mais désinvolte aussi, qui aboutit à un tableau exotique plutôt qu'à un travail ethnographique précis. Là encore, c'est le divertissement qui a primé sur une certaine rigueur, comme si, s'agissant de l'Afrique, le réalisateur échappait à l'exigence de précision. Exigence pourtant inhérente au documentaire, difficilement détachable, surtout à cette époque, d'une visée informative. La confusion ou l'amalgame, tels qu'on les trouve ici, sont en effet parmi les pièges à éviter pour le documentariste, sous peine d'être sanctionné par son public. Mais c'est justement la question du public qui se pose ici. Ce film n'est pas fait pour être montré aux pêcheurs bobos ou laids qui sont filmés, sauf peut-être de façon très marginale. Le vrai public de ces films, c'est le public français, pour qui les colonies ne sont pas seulement source de matières premières, mais également, depuis toujours, source de divertissement et d'exotisme. 1.1.3.5 Conclusion sur le cinéma ethnographique colonial. Le préjugé, un paradoxe pour le cinéma documentaire. L'analyse de ces films fait apparaître un certain nombre de stéréotypes récurrents, qui sont la trace d'un état d'esprit général des Français vis-à-vis de l'Afrique, et de la façon dont cet état d'esprit s'est traduit dans la production cinématographique, y compris de films ethnographiques. La répétition de ces stéréotypes dans chacun de ces films participe ainsi à la constitution d'un code du regard, d'une possibilité de lire le réel au travers d'un prisme déformant, qui semble alors pouvoir s'appliquer à chaque image tournée sur le continent africain. Ces stéréotypes se classent en 3 grands groupes d'attitudes qui semblent à l'œuvre dans chacun de ces films et qui se croisent, se justifient et se renforcent les uns les autres, pour constituer un système de préjugés si solide qu'il résistera, de manière paradoxale en ce qui concerne le champ du cinéma documentaire, à l'épreuve du réel et de son observation. Il s'agit en premier lieu de racisme et d'un déni culturel, qui se traduisent dans les films par des propos méprisants, un refus de la complexité de ce qui est filmé, mais aussi un refus de rencontrer les personnes filmées et de faire d'eux des personnages. À cela s'ajoute la manipulation à des fins de propagande idéologique, notamment pour justifier la colonisation. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.